Et très content d'y être. Vraiment honoré je suis là. J'étais d'abord invité en Algérie la semaine dernière par le CEMA, dans le cadre d'un travail sur plusieurs centres qui sont liés avec le CEMA. Et donc l'invitation du CRASC c'est un bonheur pour moi de retrouver le CRASC que j'avais déjà avec lequel j'ai énormément travaillé à la bonne époque, vers l'époque de 2012 et depuis. Et j'espère encore au futur. Je vous présente un travail aujourd'hui qui est vraiment un peu atypique de ce que je fais et pour lequel je suis plutôt là pour vous demander ce que vous pensez, votre aide. C'est un travail sur lequel j'avais commencé de faire des premiers pas et qui a été poussé un peu en avant quand j'ai été invité par le ministère des Moudjahidines et leurs ayants droit de participer en mai dernier dans un événement autour des Amis de la Révolution. Donc on a essayé, je suis toujours en lien avec eux pour essayer de mettre en place une association des Amis de la Révolution qui va continuer ce travail à la fois de reconnaître ceux qui ont aidé directement et peut-être à l'opposé de la marge, ils étaient quand même très peu nombreux qui ont vraiment énormément fait pour l'indépendance. Et on va revenir dessus pour aider le peuple algérien, pour s'associer avec la lutte du FLN menée par la FLN, assez peu nombreux quand même. Surtout dans le contexte francophone et plus spécifiquement bien sûr français. Donc c'est un travail qui m'intéressait, donc j'ai profité de cette occasion pour explorer ça et je vais essayer mais quand même là j'essaie de le mettre dans un contexte où je vais vous donner un peu plus de détails, mais ça reste vraiment assez prémisse. Donc bien sûr, comme a indiqué Amar, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà Nils Anderson. Il est connu en Algérie par les Algériens. Nils Anderson, frère du peuple algérien, c'est le titre de Entretien du matin de l'Algérie, publié du premier jour de janvier 1921, et qui rappelle qu'en 2005, l'ambassadeur de la République algérienne à Berne, en Suisse, a remis une déclaration à l'occasion du 50e anniversaire du début de la Révolution, du 1er novembre, à cet homme. Que l'historien français Céline Nally décrit comme né en 1933 d'un père suédois et d'une mère française, suisse d'adoption. Nils Anderson, il s'agit, est une figure majeure du monde politique et intellectuel helvétique, suisse, voilà, et aussi bien qu'un grand militant suisse, européen aussi, de la révolution algérienne et d'autres luttes anticoloniales et anticapitalistes. On sait donc déjà beaucoup sur le parcours d'Anderson, un parcours qui nous donne accès, par exemple, comme l'écrit Nadi, au rôle qui joue la révolution algérienne dans la formation de la gauche de nombreux pays européens. Fin de citation. Et comment ces développements ont été encouragés par le renouveau de l'édition de gauche en Europe. Dans les deux cas, les gauches, dites nouvelles, l'édition, gauche et gauchiste, les chercheurs ont exploré les suites, comme le tiers-mondisme, et d'autres optiques inspirées par la lutte algérienne a façonné la réception du maoïsme, par exemple, la christianisation des nouvelles gauches, en Europe et ailleurs, autour des, ailleurs, je veux dire, dans le monde du Nord mondial, autour de 68 et après. Moi, ce qui donc m'intéresse, c'est d'élargir un peu ces discussions à ce qu'on appelle une histoire du livre, une histoire des supports écrits et autres qui est répensée dans les années 60. Comment, ce que j'appelle les leçons algériennes, auxquelles Anderson donne une porte d'entrée, ont été aussi propulsées et définies de ce qu'on appelle la révolution du livre dans les années 1960. Donc vous voyez, c'est une histoire qui n'est pas une histoire intellectuelle ni politique,
que je propose ici, c'est de penser comment les supports de la connaissance du savoir ont été remis en cause, comment des gens ont approché ça pour réfléchir différemment. Donc je pense que j'aurai un peu de temps à la fin pour revenir sur par exemple, un autre élément auquel sur laquelle j'ai beaucoup plus travaillé, sur les questions des archives, les archives nationales, où j'ai pu montrer à quel point, dès 62, mais autour de 65, dans le cadre de l'UNESCO et d'autres discussions par des archivistes autour du monde, la situation algérienne et les possibilités données par l'indépendance algérienne étaient vues comme l'horizon, quelque chose qui pourrait permettre un nouvel élan pour les archives, notamment, et j'espère que j'aurai un peu de temps pour revenir à la fin, notamment pour répenser les archives dites nationales dans un cadre vraiment national, c'est-à-dire de ne pas se réduire, ce qui est l'héritage des archives nationales depuis l'après-guerre, qui date de la Révolution française, qui se réduisent à l'État, au fonctionnement de l'État, à la documentation soit produite par ou collectionnée par des instances étatiques. L'Algérie, c'est la tête de pont, pour une nouvelle ère, pensez les archivistes, où les archives pourraient collectionner, collecter, rassembler les archives de la nation dans tous ses sens, des syndicats, des militants, des gens. Et on sait, ce que j'essaie de montrer dans les travaux que j'ai faits sur ce sujet, que l'Algérie était déjà à l'avant-garde sur cette question, parce que l'FLN, le GPRA et d'autres, et ses ambassadeurs et ses envoyés autour du monde, avaient, pendant la Révolution, poussé à collectionner des archives pour donner un ancrage documenté à l'argument clé que la souveraineté nationale a existé, bien que ce n'était pas reconnu dans les textes européens, les textes reconnus depuis le traité de Westphalia. Donc dans une collecte des textes, par exemple les traités des États-Unis, le premier traité, on sait bien, des nouveaux États américains, et d'autres, ils ont fait des archives une question centrale, en dépit du fait que les Français prétendaient que ce n'était pas d'accord. Et on a discuté de ça, on a travaillé, moi j'ai pu travailler un peu dans les archives, certaines archives du GPRA, et là on voit à quel point, là dans les débats, par exemple, dans le fameux congrès de Tripoli, à la fin mai 62, à quel point même des gens comme, notamment Ben Bella, mais d'autres étaient intéressés par ces questions archivales. Et donc ce n'était pas quelque chose simplement interne à la Révolution et sa victoire, mais aussi quelque chose qui a eu des échos mondiaux. Les gens voyaient l'Algérie comme à l'avant-garde d'une nouvelle façon d'organiser les archives. Donc vous voyez ce que je veux dire par un support pour la réflexion, un support pour les savoirs. Les années 60, là je vais revenir sur Niels Andersen en tant qu'éditeur. Je vais vous retracer un peu, même beaucoup, son parcours, bien que je sais que la plupart d'entre vous le connaissent sûrement déjà. Ça vaut la peine quand même de revenir pour mettre en avant comment je pense que ça donne une porte d'entrée pour penser comment l'Algérie et les leçons algériennes ont façonné ce qui devient donc cette révolution du livre, l'expansion massive des formes littéraires. Le plus connu évidemment c'est le livre de poche des années 60, qui élargissent massivement l'accès aux livres des lecteurs mondiaux, et les liens de cette révolution du livre avec le travail qui était vu comme central, c'est-à-dire de poursuivre la décolonisation culturelle, de poursuivre le travail où les gens ont accès pas simplement aux leçons européennes, ou des gens qui leur soutenaient, mais des gens qui pourraient proprement produire des savoirs. Voilà. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, comme j'ai dit, ça va être plus une exigence, une demande de ma part. Vous avez des suggestions que des vraies leçons de ma part. C'est les leçons algériennes que moi aussi, j'essaie d'en profiter. Bien évidemment, le moment dit de la décolonisation, qui commence à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et prend sa forme et sa force par les années 60,
a détruit des empires et a changé les frontières, mais aussi a changé les façons de penser. La façon de penser de comment on pense le monde. Où est le monde? Et une des choses qui émerge à cause, moi je suggère, à cause de ce moment, c'est un changement, l'émergence de nouvelles maisons d'édition, de nouvelles formes de penser l'édition et de faire circuler l'édition. Qui, là je vais me concentrer sur les pays de l'Europe occidentale, où l'émergence de quelques éditeurs, quelques maisons d'édition, ont d'abord été mises en place pour apporter la vérité, ou certaines vérités, sur ce qui passait dans le monde, les mondes dits coloniaux, qui étaient cachés, auxquels les gens en Europe massivement n'en voulaient pas, bien évidemment, mais n'en avaient très peu accès aussi. Ils ont donc tiré des leçons de ce qui était en marge, de ce qui était aussi en mouvement, de ce qui se passait dans ce qui, on appelle, certains au moins depuis les années 50, le tiers-monde. Pour, au début, surtout pour changer la politique de gauche, pour changer les débats de gauche, avec l'espoir que ça pourrait aussi transformer notre discussion. Ça ne vous surprendrait pas qu'une lutte en particulier a eu un rôle le majeur, pas seulement majeur, mais je dirais prégnant, et c'est la révolution algérienne. On sait très bien que parmi les armes massives que le gouvernement et les autorités françaises ont utilisées pour essayer d'écraser ce mouvement, ces luttes, et le peuple qui les soutenait, il y a du pire, mais il y a aussi certains qui sont moins violents sur les corps et qui ont des effets profonds sur l'esprit. Ça veut dire bien sûr, parmi d'autres, la censure. Donc, une des éléments, en plus de l'inspiration, on voulait regarder, on voulait savoir plus sur ce qui se passait. Pas seulement on voulait savoir plus sur ce qui se passait dans le monde en lutte contre l'impérialisme et le colonialisme, mais on voulait avoir accès à ce qu'ils disaient des gens qui menaient ces luttes. En plus de ça, il y a aussi la censure et ses effets qui façonnent ces nouvelles définitions, ces nouvelles façons de publier, de donner accès donc, au savoir et aux connaissances. Donc, là aussi, la lutte algérienne et la menace qu'elle posait pour les gouvernements et les autorités français a fait en sorte qu'ils ont répondu parmi d'autres façons violentes avec la censure, et ça aussi a changé la donne. On pense un peu peut-être au XVIIIe siècle, il y a un historien américain, Darton, qui a travaillé énormément sur les lumières et la nécessité de transférer des livres, des lumières qui étaient interdits en France par le royaume, souvent de la Suisse. Et donc l'association, le plus connu, c'est l'accompagnement souvent placé des textes vus comme critiques radicaux ou d'autres qui menaçaient dans des textes vus comme pornographiques, populaires ou autres. Donc, ces effets ne sont pas nouveaux, mais c'est, j'espère, un peu intrigant. Donc on sait que, par exemple, Julie Haig, l'historienne française, nous rappelle que pendant la décolonisation, ces nouveaux éditeurs ont été les artisans des grandes circulations internationales. L'exemple le plus connu, c'est Les Damnés de la Terre, de Frantz Fanon, que Maspero avait publié et a refusé d'imposer les droits d'auteur. Donc ça pourrait être publié gratuitement, c'est open access avant la lettre, et qu'on a tout de suite plus d'une centaine de langues, des traductions, dans les quelques années qui ont suivi sa publication en 1961. Donc, ces maisons d'édition, nous dit Hajj, ont été des passeurs importants de la culture du tiers-monde, à la fois propulsés et compliqués par la décolonisation. Donc, ces nouveaux circuits, c'est une chose, les acteurs de cette histoire, c'est autre chose, mais aussi les nouvelles formes, comment on construisait les textes eux-mêmes qui arrivaient aux gens. Et parmi ces nouveaux parcours, ces nouveaux circuits de transit. Donc l'exemple le plus intrigant de ces nouvelles maisons d'édition,
c'est sans doute ce qui sort de ces luttes tiers-mondistes, mais certainement directement qui sort de la révolution algérienne, c'est la cité. La cité, les élections de la cité, basées à Lausanne, en Suisse, sont le résultat direct des efforts de Niels Anderson. Donc Niels Anderson, comme nous a dit Amar, un jeune homme, vingtaine, basé à Lausanne. Son modèle, c'est Jérôme Lindon, fondateur pendant la résistance française contre l'occupation nazie et contre la collaboration française, des éditions de minuit. Les éditions de minuit après 1945, la libération de la France métropolitaine, et on sait les effets ailleurs, étaient passées à autre chose. Ils avaient publié, on sait très bien, Paquette, machin, c'est une grande institution qui laisse de côté la politique un peu. Donc je vous rappelle que c'est une maison d'édition qui a l'héritage, qui est un leader, Jérôme Lindon, qui avait pris des positions fortes, politiques, mais surtout morales, mais qui avait une vision du monde, de la politique et de l'édition, façonnée par l'antifascisme des années 30 et la lutte contre le nazisme et la Deuxième Guerre mondiale. En 1957, grâce à ces leçons européennes de l'histoire des souffrances du peuple européen sous la botte nazie et fasciste, il a décidé qu'il fallait répondre à ce qui se passait en Algérie, aux Algériens et en France métropolitaine, à ceux et celles qui soutenaient cette lutte. Et qu'il allait remettre les maisons d'édition fondées donc sur le nazisme pour aider ou pour faire quelque chose, pour lutter contre la censure et lutter contre l'oppression. Ils avaient mis de côté la politique, maintenant, il revient. Et donc là, est-ce qu'on a le PowerPoint? Je ne sais pas si c'est possible. Ah, voilà. Voilà, c'est l'orange là. Donc si on pourrait avancer. Donc le deuxième, on verrait clairement. Donc voilà. Donc là, juste d'abord, ces images des Anderson, pour que vous voyez un peu, c'est énorme quand même. Il est toujours en vie, toujours vivace, toujours un ami de l'Algérie et de la révolution algérienne et d'autres luttes, quelqu'un qui a été beaucoup. Donc là, vous voyez, ça c'est à l'époque, etc. Et là, peut-être on peut passer aux prochaines diapos. Le troisième, voilà, super. Donc, je n'ai pas mis. Donc, on va rester là. Donc, en 1057, Lindon et les éditions de minuit reviennent dans la vie politique avec la publication de Pour Jamil Pacha. Donc, le texte est important. Mais après, il commence à continuer. Et le prochain grand texte qui va sortir, c'est au début de février 1958. Les éditions de minuit publient la question. La question d'Henri Allègre. Et ça, c'est l'édition à gauche. 27 mars, donc ça sort le 18 février 1958. Le 27 mars, quelques semaines après, les autorités françaises exigent la confiscation, la saisie de tous les exemplaires qui existaient. C'était pas la première fois que les Français ont fait ça pendant la guerre, mais cette fois-ci, peut-être parce que ça se passait en métropole, et que c'était des éditions de minuit, il y a une combinaison de divers facteurs, les gens s'offusquaient. C'était choquant. Et je crois que la leçon, c'était à Paris, les intellectuels, certains intellectuels, pas tous, bien sûr, se sont offusqués sur des termes moraux. Ça ne se fait pas. La France, pays du droit de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Il ne faut pas faire ça, il faut suivre les règles. On vous rappelle que le texte Henri Allègre raconte la torture. Sa torture aux mains des autorités, des soldats français, au nom de la République française, leur méthode, qui rappelait évidemment des méthodes nazies, et ceux qui protestaient exigeaient que, dans la question de la censure, comme sur la question de la torture, que la France revienne à ses principes. Qu'elle fait ce qu'elle fait parce qu'elle est la France. Donc on voit que ce sont des exigences morales.
Ça ne va pas. On ne fait pas ça. La France ne peut pas. On ne veut pas qu'on associe ça. Ça, c'est étrangère à la tradition française, républicaine, de la Révolution française, etc. Mais ce qui m'intrigue, moi, dans ce parcours, c'est ce moment, début 58, qui donne ancrage à une nouvelle maison d'édition, La Cité, en Suisse, qui, elle, assez vite, pas tout de suite, mais assez vite, va passer d'une démarche morale contre la torture, contre l'abus des règles, contre la violation des principes, vers des principes politiques. Il faut redéfinir d'où vient la politique. Il faut regarder ailleurs pour comprendre comment changer le monde dans l'actuel, qui refuse explicitement, à un certain point, la morale en disant non. C'est ce que nous apprend, c'est ce qui se passe en Algérie, au nom de la République française, de l'héritage des Lumières, etc. C'est qu'il faut réfléchir, il faut changer les choses. Il faut donc faire rentrer dans le débat français des leçons qui viennent de ceux qui comprennent ce qui se passe. Et ce n'est pas à Paris où on comprend ce qui se passe. C'est en Algérie, ceux qui luttent en Algérie. Donc, d'abord, pour faire ça, Lindon appelle Anderson, dès la censure de mars, 28 mars, il rencontre Anderson, qui avait déjà été en contact avec lui, je ne vais pas revenir sur cette histoire, pour lui demander de publier une édition suisse du livre d'Alec. Donc suisse, bien évidemment, donc ça pourrait être francophone, dans la langue française, et pour avoir accès, donc pour assurer que ça pourrait être disponible, parce que c'était déjà un best-seller. Certains gens voulaient savoir. Donc, c'est ça qui, pour moi, c'est quand même pas. Pour moi, ça commence avec une histoire où une maison d'édition et un éditeur, le jeune Niels Anderson, qui vient à une conscience politique, avec un héritage. Je ne vais pas revenir sur la biographie, mais vous savez certainement, certains d'entre vous, qu'il était allié avec le mouvement de la paix, qu'il y a des problèmes avec les autorités suisses, etc., etc. Mais sa vraie prise de conscience, ce n'est pas donc l'antifascisme, ce n'est pas la Deuxième Guerre mondiale, c'est la révolution algérienne. C'est ça qui fait qu'ils comprennent qu'ils doivent être politiques, et ils comprennent ce que c'est la politique, et qu'il faut se puiser dans ça, selon lui, pour voir différemment, pour voir des horizons qui pourraient changer. Ces horizons sont révélés par la lutte anticoloniale, notamment la lutte algérienne. Donc, 14 jours, 2 semaines même pas, après la saisie par le gouvernement français, la question sort en Suisse. C'est donc le premier livre qui sort des maisons d'édition de la Cité. On voit que c'est pas simplement le même texte, qu'il y a le texte de Jean-Paul Sartre, qui accompagne, qui est publié avec. Donc ces livres, peut-être que je reviens tout brièvement, on sait que le livre d'Alec, c'était rassembler des morceaux que sa femme, Gilberte Alec, a pu sortir de la prison, qui étaient rassemblés, reproduits collectionnés par Lindon et les maisons d'édition Minuit. On voit encore un nouveau travail de mise en page et de mise en texte, avec le texte de Sartre, pour donner encore un écho différent, par les maisons d'Anderson. Donc là, on voit que Anderson a la capacité de comprendre, c'est ce qui est important, mais aussi de mettre en page et de mettre à disposition des lecteurs ce texte. Parce que ce n'est pas simplement de savoir, c'est de pouvoir. Donc ils arrivent, il est déjà mis en place, il est déjà assez de contact avec des centres et des circuits de distribution en France notamment, mais aussi des sources en Suisse même, pour pouvoir produire le livre vite et le faire sortir de la Suisse. Donc, une ressource importante pour ceux qui soutenaient la révolution algérienne, et encore une fois, je veux distinguer ceux qui soutenaient la révolution algérienne à ceux qui étaient choqués par ce qu'ils faisaient la France. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, mais c'est ça qui a permis que la question a pu avoir cet écho. Et je note que c'est très très difficile. Je pense que juste avant sa mort, Pierre Bourdieu avait participé dans une colloque par Jean-Marie Messier. Je ne vais pas revenir sur cette milliardaire qui a un peu disparu heureusement, mais il y en a d'autres qui l'ont remplacé. Mais à Paris,
et qui, Bourdieu nous rappelait à quel point ce tissu, cette toile, pas de toile de web, machin, mais de toile, les toiles de comment on fait pour avoir des institutions, les circuits et les gens pour produire des objets de connaissance et les distribuer. C'est très délicat de rappeler Bourdieu. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Ça prend de l'effort et c'est difficile de faire circuler les choses, de faire circuler les travaux. Les auteurs, les historiens, les anthropologues, les sociologues, etc. doivent le produire, mais après, pour le faire distribuer, pour donner accès, c'est très compliqué. Donc, c'est cette possibilité de le faire avec expédition, de faire vite et réussite, qui met en scène la possibilité pour les maisons de la cité de se réapproprier l'héritage des éditions de minuit et faire quelque chose qui ressemblait à ce que les éditions de minuit avaient fait pendant l'occupation allemande et la collaboration française. Puis d'un coup, on voit très bien la reproduction esthétique, des signaux clairs de cet héritage, mais quand même quelque chose ajouté, une valeur ajoutée. Donc le prochain diapo, en 59, la prochaine grande publication, la prochaine publication tout court de la cité, c'est La Concrète. Je ne sais pas si... C'est bon. La Concrète, donc là encore, édition 2008, passage à gauche, passage donc la cité. Et là, vous allez voir, une fois de plus, on rajoute quelque chose. Donc ce n'est pas une surprise. Une parmi d'autres des textes qui ont étudié l'importance de Niels Anderson, ce sont dans les contextes de la Suisse. Et on sait très bien le rôle du gouvernement suisse, mais aussi la Croix-Rouge. La Croix-Rouge en lien avec, on confie des fois avec le Croissant-Rouge, mais là c'est le Comité national du Croissant-Rouge, donc c'est un appel à la Croissant-Rouge pour qu'ils interviennent. Donc on voit un peu la situation suisse, mais une fois de plus, c'est l'effort d'ajouter quelque chose, bien que c'est une révolution. Donc, on sait bien, c'est 7 témoignages d'hommes algériens qui ont été arrêtés et torturés, cette fois-ci donc à Paris. Donc, au-delà de la Méditerranée, la question, à Paris, la Concrète, avec tous ces deux échos, mais encore une fois, une optique plutôt moralisante, qui appelle le lecteur, la lectrice, de comprendre la situation, de se révolter sur les termes moraux, mais quand même. Donc là, encore une fois, ça prend de la vitesse. Les autorités françaises ont saisi ça, quand même, et c'est pas une surprise peut-être parce qu'Alec, il est blanc, et eux, les hommes qui témoignent dans la Concrète sont algériens. Très vite, 3 jours après, donc on a vu 14 jours, 3 jours après, c'est saisi, mais quelques jours plus tard, donc le 10 juillet de 1959, Anderson a pu le remettre en circulation, la nouvelle version. La cité donc à mettre dans le CSCR, et ça a très bien vendu. Donc 10 000 exemplaires dans quelques semaines. En partie, on voit bien, parce que c'était si vite la censure que des gens ont moins pu procurer. Donc ils avaient 2 semaines pour acheter en 58, là c'est 3 jours, donc c'était vite. Donc, mais le public donc commence à comprendre qu'il peut dépendre sur Anderson, sur la cité, pour avoir accès. Et la cité, donc, montre une fois de plus sa capacité, dirigée par Anderson, d'avoir des circuits de distribution, de production, d'avoir une main-d'œuvre experte qui arrive à produire quelque chose qui a un impact et pouvoir le distribuer pour que les gens puissent l'avoir. Cette fois-ci, par contre, ça devient de plus en plus clair que ce n'est pas simplement l'expertise suisse, mais le passage avec des circuits mis en place par la FLN, la Fédération de France notamment, pour faire passer, c'est l'exemple le plus connu, évidemment, c'est de l'argent de la France en Suisse pour aider le financement de la révolution. Et c'est en retour qu'Anderson commence à explicitement profiter de ces circuits mis en place par ou avec l'assistance ou l'assurance du FLN, de la Fédération de France, pour faire passer ces livres en France. Donc, vous voyez l'autre ajout de ce qui m'intéresse dans cette histoire. C'est 1960, par contre, où on va vraiment
un changement important dans le positionnement éditorial des éditions de la Cité, où l'impact, l'importance politique plutôt que morale va vraiment sortir. La Cité commence à publier ses propres livres. Ces livres sont algériens et presque immédiatement, ce sont des textes algériens définis par ou même écrits par la FNL. Donc si on pourrait passer au prochain. Donc la première fois que les éditions de Cité produit quelque chose qui n'était pas une républication d'un texte en France, parce qu'ils avaient aussi publié des textes qui n'étaient pas disponibles en Suisse, des divers de Maspero et des donc ce n'était pas un livre qui était interdit par la France, ce sont les disparus. Les disparus, donc plusieurs avocats qui ont soutenu la lutte du FLN, je ne vais pas les citer, donc avaient essayé de mettre à la disposition du public des détails liés à 175 cas des Algériens qui ont disparu pendant la soi-disant bataille d'Alger. Dans la lutte d'écrasement massif, violente de la lutte de l'organisation du FLN dans la wilaya d'Alger. Donc un cahier vert qui comprenait des facsimiles, des lettres, des documents, une documentation république, et aussi l'exigence, cette fois-ci formulée par les avocats eux-mêmes, que le comité de l'international de Croix-Rouge leur aide à faire quelque chose. Donc ça, c'est la première édition qu'ils vont faire qui est originale, et presque immédiatement, Cité va passer à faire quelque chose en lien direct avec la FLN. Donc si on pourrait passer au prochain. En 1959, Anderson reçoit une proposition de la Fédération de France pour publier un livre, voilà. Il publie un livre qui serait un inventaire des efforts français dans les deux côtés de la Méditerranée pour défendre le colonialisme et écraser les efforts algériens et les espoirs algériens et ce qu'ils souhaitaient pour l'indépendance, pour la libération. L'idée, c'était que ce soit sous le nom du FLN et avec le titre au début, le livre noir de 6 ans de guerre en Algérie. Mais assez vite, en dialogue avec Anderson, les leaders de la Fédération de France ont décidé que ce serait plus efficace. D'abord, pour être sûr de la précision des détails et des données. Ils voulaient garantir que ce qu'ils disaient, ce n'était pas que la propagande. Bien évidemment, ça nécessitait la propagande. Il faut faire passer le message, mais que ce soit basé sur des faits avérés, qu'eux, ils pourraient concorder, et que ce soit de qualité. Que ce soit au niveau de l'écriture et de l'organisation, quelque chose qui marchait, qui touchait le lecteur, et qui résonnait avec des gens qui n'auraient pas être tout de suite nécessairement sympathiques. Il ne fallait pas dépendre sur ça, il fallait dépendre sur la force de l'argument, donc à la fois des données et de la présentation. Et après aussi, il fallait un titre qui donnait un peu plus de punch. Livre noir, c'est bien, mais donc il tourne vers multiples individus. Donc, peut-être Ali Haroun lui-même va l'aider, Kateb Yassine lui-même va réorganiser, retravailler le texte pour que ça soit quelque chose qui a de la force littéraire. Et la Cité donc va publier le nouveau titre, La Pacification, en mars 1960, sous le titre, au nom de Hafid, avec le nom de Hafid Karimel, et c'est pas pour nier son rôle, mais c'était le choix d'une personne, encore une fois, de passer du collectif à un nom individuel pour, encore une fois, toucher plus le lecteur, attirer plus l'attention, que ce soit mis, ah oui, c'est la FLN qui disent, il y a un nom, donc on sait très bien, c'est le nom de l'ambassadeur du GPRA, mais en Allemagne, mais c'était tout ça, c'était réfléchi. Et c'était réfléchi pour toucher plus de monde. Donc avec le sous-titre Livre noir des 6 ans de guerre en Algérie. C'était financé en grande partie par la FLN lui-même, qui envoie l'argent à la Cité pour payer. Donc c'est parmi les traits. Notons en passage que c'est la première fois qu'on a des révélations claires sur le rôle de Jean-Marie Le Pen, qui a des suites, dans la Turquie. Donc ça c'est la première fois qu'on parle de ça publiquement. Donc c'est un point tournant pour la Cité, en édition, et pour Niels Anderson. Tous les deux, donc, devient et choisit d'être associés directement avec la FLN.
ce n'est plus du tout donc, dans des termes moraux, plus du tout en référence à une tradition européenne, une tradition des Lumières, ou même des inspirations de la Révolution française, c'est la Révolution algérienne, et il s'associe directement. Donc ce n'est pas contre la torture, c'est pour la libération. Et ça, je trouve que c'est important. Donc il se distingue nettement de, pas seulement de Lindon, mais aussi d'autres maisons d'édition, par exemple Maspero, des éditeurs qui continuent de rester, bien qu'ils se poussent de plus en plus, on pourrait dire, à gauche, ou vers une gauche qu'on pourrait appeler carboniste, qui reconnaît les limites des idéaux de gauche qui sortent, des politiques et des programmes de gauche qui sortent que d'une situation européenne, vers quelque chose qui s'inspire directement de la lutte, pas simplement en général contre le colonialisme, mais de la lutte algérienne. En référence à l'Algérie, plutôt qu'en référence à la France, et c'est peut-être pas une surprise que c'est une Suisse qui le fait. Donc, il faut dire qu'assez vite après, la maison d'édition et Anderson lui-même se posent plus sur les questions d'aider les Algériens qui fuyaient la répression en Suisse, qui essaient de s'héberger en Suisse. Mais il y a encore une dernière si on peut voir, le dernier diapo, c'est pas le dernier, mais au début de 1960, donc on a le premier grand texte science sociale de la révolution algérienne, du FLN, c'est Rabat et Sabina Bouaziz, qui au début de 60, donc, comme dit Neil McMaster, je cite, dans des conditions de clandestinité extraordinairement difficiles, commencèrent à préparer une importante étude sociologique sur l'impact destructif du colonialisme sur la famille algérienne, qui lui publie par la suite dans les temps modernes en juin 61, et sous le titre, donc, l'aliénation colonialiste et la résistance de la famille algérienne. Et donc, en août de cette même année, 61, ça va sortir chez Anderson, à Lausanne, Rémanier. La SUTI, donc, va continuer de publier certains textes, donc 3 autres textes en 61 et 62. Elle va aussi commencer de publier la version francophone, c'est une des 2 versions, la francophone et la Moudjahidine en Europe, pour distribuer à d'autres, en lien direct, bien évidemment, au nouveau lien qu'ils ont tissé avec la FLN et ceux qui le soutenaient. Donc, il n'y avait pas eu une tradition de maison d'édition de gauche en Suisse. Il y en a maintenant, mais ce qui est important, c'est que, selon moi, c'est la mise en place d'une vision de gauche et une maison d'édition de gauche qui est explicitement ancrée ailleurs, pas en Europe, pas en France, pas en espace francophone, défini par la France autour d'elle-même, mais dans un espace qui avait des échos francophones, l'Algérie et ses luttes, dans un contexte international. Donc Niels Anderson lui-même va continuer de faire une politique de tiers-mondiste, il va expulser la Suisse en 67 pour ses liens avec le maoïsme, etc. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, c'est comment à ce même moment, on a l'explosion, et là je vais finir peut-être si on a la dernière diapo, sur la révolution du livre. Donc en 1965, le courrier de l'UNESCO publie une grande 36 pages sur ce qu'il appelle la révolution du livre. Et donc c'est à la fois une célébration de livre de poche, ce nouveau format qui émerge en Europe après la guerre, mais dans les textes, je ne vais pas continuer avec les diapos, mais on voit, donc on va voir toute une série d'autres formes de livres de poche de plus grands, mais aussi comme le courrier de l'UNESCO, qui donnent accès, et donc qui donnent accès aux textes qui sont publiés dans diverses langues. Regarde tous ces livres-là, à l'intérieur, il y a des dizaines d'éditions, des dizaines de publications qui viennent de toute une série de pays, toute une série de traditions, il y a des traductions vers les langues européennes, mais aussi d'autres. Mumbai, etc. Et donc, c'est l'idée que les gens peuvent avoir accès à quelque chose. Donc, il y a des travaux assez intrigants sur la mise en place, comment cette émergence de ce qu'on appelle la révolution du livre nous permet à la fois de répondre à une histoire du livre qui a une grande richesse, mais qui a tendance d'être très ancrée dans le moderne, dans le XVIIe et XVIIIe siècle. Donc l'effort de dire, voilà, il y a des choses à dire sur l'histoire du livre, l'histoire des éditions, c'est-à-dire comment les formats du livre façonnent ce qu'on lit, comment les possibilités de circulation
façonne ce qu'on peut lire, à quoi on a accès. Notamment, ça nous permet, par exemple, de repenser une histoire de l'édition qui, s'ancrait en Europe, est faussée sur l'idée, le lien entre l'introduction, par exemple, de l'imprimerie de la Chine en Europe. C'est une histoire fausse qui a totalement obfusqué, annulé l'importance des héritages, notamment du monde arabe et musulman, dans ces histoires, mais qui était très important dans la formation de toute la discipline de l'histoire du livre dans les années 60 et 70, c'est-à-dire une histoire fausse des liens entre l'émergence des Lumières et l'édition imprimée, qui efface toute une série de rôles importants qui ont joué des gens qui viennent ni de la Chine, ni de l'Europe. Si on regarde dans les années 60, des travaux, par exemple, soutenus par AIMS, de l'association des instituts, de l'American Institute for Maghreb Studies, auquel est associé le CEMA, mon doctorant Alexander Young, fait tout un travail sur l'importance de ce nouveau monde, de ces nouvelles façons de publier, avec un effort qui l'accompagne et selon lui façonne ces efforts, c'est-à-dire la décolonisation culturelle. Comment poursuivre les indépendances, l'obtention, le fait de récupérer la souveraineté politique, comment l'élargir en changeant, c'est ce qu'on peut penser. Donc, c'est ce qu'on peut penser à la fois à l'intérieur de ces nouveaux pays et ailleurs. Et donc, pour finir, une petite histoire, un des efforts, c'est Escarpin, c'est des gens qui travaillent avec Jean Oswald, Pierre-Jean Oswald, en 69, avec un tournant, là je parle des gens associés avec la revue Souffle, mais qui commencent à travailler en France avec des expos, avec toute une série de démarches de publier des poèmes et du théâtre expérimentaux qui façonnent donc une expo en 1969 en France sur le poids de l'histoire occidentale et une attaque directe contre la littérature française qui détruit l'émotion vécue. Donc Oswald est mis et célébré par toute une série de distributeurs et d'éditeurs ancrés en Afrique de l'Ouest pour quelqu'un qui a refusé de jouer le jeu d'une maison d'édition, d'une histoire d'une industrie d'édition industrielle et qui cannibalisent les auteurs, qui détruisent la créativité. Ils vont essayer de mettre en place, ils le font très vite l'année après, une publication de l'anthropologie, d'une anthologie du combat poétique palestinien. Et là où je veux finir, c'est que Oswald est connu parce qu'il avait travaillé avec Anderson et avec l'inspiration directe d'Anderson pendant la révolution algérienne. Il a mis en place une maison d'édition en France qui était interdite par le gouvernement français. Il a été expulsé de la France en 61. Et donc là, il revient pour essayer d'introduire une fois de plus des points de vue palestiniens, algériens, du soi-disant tiers-monde et de leur lutte, pour repenser, en l'occurrence, non pas simplement des questions politiques, mais les questions même de qu'est-ce que c'est la littérature, qu'est-ce que c'est la poésie, qu'est-ce que c'est le théâtre, que là encore, la force de ces maisons d'édition, c'est de permettre une réflexion sur il faut réfléchir à comment changer, comment on pense, comment on a accès à la pensée, quelle forme, quel genre, quelle maison d'édition, et surtout, quel genre de publication. Merci.